Initialement, j'avais prévu de faire une vidéo sur les élections municipales, analyser le scrutin avec vous et déterminer qui était le parti vainqueur du scrutin et ceux qui avaient échoué. Mais en écrivant le script, je me suis rendu compte que tout ceci était totalement absurde. Car en effet, nous ne vivons pas en démocratie et le peuple français n'a absolument aucun pouvoir. Et je sais que beaucoup d'entre vous partagent ce même sentiment, c'est-à-dire que la politique française c'est un théâtre et surtout que c'est une boucle infernale qui ne cesse de se répéter. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, il n'y a pas de démocratie en France. Et pour cela, je vais m'appuyer sur deux auteurs que j'affectionne particulièrement, Curtis Yarvin et Nick Land, qui sont les pères fondateurs de la néo-réaction. La néo-réaction est un courant idéologique extrêmement populaire aux États-Unis qui a vu le jour sur Internet. Mais pour faire simple, les auteurs de la néo-réaction, à l'instar de Curtis Yarvin et de Nick Land, rejettent la démocratie. Pour eux, c'est un régime défaillant, inefficace et qui mène inexorablement vers le déclin. Ils rejettent l'égalitarisme, les idées des Lumières et surtout ils veulent mettre en place soit une monarchie, soit un césarisme ou alors que l'État soit dirigé comme une entreprise. La néo-réaction est technophile, libérale d'un point de vue économique, mais également conservatrice sur les mœurs. Et en parallèle, le système pénal est particulièrement répressif. En gros, la néo-réaction, ça ressemble à ce que l'on retrouve par exemple à Singapour ou bien même à Dubaï. Si vous voulez en apprendre plus sur la néo-réaction, je vous invite à regarder la vidéo d'Egonon qui est juste parfaite et qui dure près de 3 heures. Alors personnellement, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées de la néo-réaction. Il y a du bon et il y a du moins bon. Mais par contre, la critique de la démocratie faite par la néo-réaction est particulièrement pertinente et juste. Depuis que vous êtes gamin à l'école, on vous raconte les mêmes fables, c'est-à-dire le fait que la France est une démocratie à l'image de la grande Athènes de la Grèce antique, c'est-à-dire que le peuple se réunit autour de l'agora pour discuter de l'avenir de la nation. Mais tout ceci, ce sont des conneries. Tout d'abord parce que la démocratie, elle repose sur une image d'Épinal, c'est-à-dire que c'est la démocratie athénienne. Sauf qu'à Athènes, c'était une démocratie imparfaite, pour la simple et bonne raison que c'était seulement les hommes libres qui décidaient de l'avenir d'Athènes et un certain nombre d'individus étaient exclus, comme les femmes, les esclaves ou les étrangers. On peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est mal, peu importe, mais dans tous les cas de figure, on ne peut pas dire que c'est une démocratie parfaite. C'est pas l'intégralité des Athéniens qui décidaient de l'avenir d'Athènes. C'est faux. Donc déjà, nos démocraties occidentales reposent sur une image qui est tronquée, qui est biaisée, c'est pourtant ce que l'on vous vend au quotidien. La démocratie n'est jamais ce qu'elle prétend être véritablement, et les Français n'ont pas de pouvoir. Prenez un électeur français moyen par exemple. Il pense avoir voix au chapitre, il pense qu'il va décider pour l'avenir de la France. Or, tout est parfaitement calculé, c'est-à-dire que les plus optimistes pourraient dire que l'électeur perd le pouvoir à partir du moment où il lâche le bulletin dans l'urne. Mais en réalité, il perd son pouvoir bien avant. C'est-à-dire que quand l'électeur rentre dans son bureau de vote, il va avoir le choix entre différents candidats qui représentent différents partis. Sauf qu'en réalité, tous ces partis ont été validés par le système. Il n'y a aujourd'hui en France aucun parti qui appelle véritablement à des changements structurels profonds. Il n'y a aucun parti qui souhaite par exemple l'abolition de la démocratie ou même de la République. Et si un parti représentait véritablement un risque ou un candidat, il en serait définitivement exclu. Parmi tous les candidats qui sont proposés, il y a toujours le chouchou des médias, celui qui va être mis en avant. Ces dernières années, on a eu par exemple la Juppé-mania, puis la Macron-mania, et bientôt on aura l'Édouard Philippe-mania à l'approche des élections présidentielles de 2027. Et si éventuellement on considère qu'ils ont le choix sur les candidats, eh bien c'est pas le cas du processus de validation des lois. Mais alors, si les électeurs n'ont pas de pouvoir, qui décide véritablement? Eh bien là, on est au cœur de la néo-réaction, puisqu'il s'agit de la cathédrale. La cathédrale est un concept qui a été théorisé par Curtis Yarvin. Il s'agit d'un réseau décentralisé de pouvoir particulièrement organisé. Selon Curtis Yarvin, on retrouve plusieurs entités dans cette cathédrale. Il y a d'abord les élites qui nous gouvernent, il y a les grandes écoles ou les grandes universités comme l'ENA, Sciences Po, il y a également les médias traditionnels et enfin la bureaucratie et les fonctionnaires. Alors personnellement, je rajouterai une autre entité, il s'agit des élites culturelles, des réalisateurs, des chanteurs, des acteurs qui racontent toujours les mêmes conneries sur les plateaux télé. Et c'est cette cathédrale qui a véritablement le pouvoir. C'est eux qui sont aux manettes. Prenons les hommes politiques d'aujourd'hui. La quasi-intégralité de ces derniers sont passés exactement par tous les rouages de la cathédrale. Ils ont fait Sciences Po, puis l'ENA, ils ont été dans des ministères, hauts fonctionnaires, et puis un jour, les médias mainstream, les médias traditionnels de la cathédrale, décident d'en choisir un pour le pousser sur le devant de la scène. Et il devient alors président de la République. Et Macron en est la parfaite quintessence. Et c'est pour cette raison que vous avez l'impression d'une forme d'immobilisme en France. C'est-à-dire que ça fait des décennies qu'il y a des alternances politiques, droite, gauche, PS, UMP, LR, peu importe. Mais au final, la politique est restée quasiment la même. Alors peut-être que certains ont minimisé les dégâts,
mais au final, on est exactement sur la même trajectoire. C'est-à-dire une perte de la souveraineté, notamment au profit de l'Union européenne, une dette qui a explosé, une fiscalité particulièrement lourde, une immigration massive et aussi une désindustrialisation du pays. En somme, il n'y a aucun président français qui a réussi à inverser la tendance. C'est un long déclin qui semble être inexorable. Et pourquoi il est inexorable? Parce que justement, il y a cette cathédrale. Et même quand le peuple veut reprendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre, il est balayé d'un revers de main. Prenez par exemple la Constitution européenne. Les Français avaient dit non, mais Sarkozy a trahi les Français avec le traité de Lisbonne. Donc au final, même quand les Français sont contre quelque chose, ça finit quand même par passer. Parce que c'est pas dans l'intérêt de la cathédrale. Pour Curtis Yarvin, il n'y a pas de complot. C'est-à-dire que les élites sont pas en train de se demander comment elles vont détruire la France demain. Et là, je suis pas d'accord avec lui. Parce que de mon point de vue, aujourd'hui, il y a des élites qui, oui, détestent profondément la France. Ce qu'elle incarne, ce qu'elle représente et qui souhaitent sa disparition au profit d'une entité supranationale comme par exemple l'Union européenne. Pour Curtis Yarvin, la cathédrale, elle veut à la fois le pouvoir mais également la légitimité. Et surtout, elle a une ligne idéologique qui représente donc tous les travers de la France que j'ai dit précédemment et selon Yarvin, c'est ce que l'on appelle le progressisme technocratique. Alors une question demeure, pourquoi la cathédrale a opté pour le progressisme technocratique? Eh bien, il y a plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, c'est le fait qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nos nations européennes se sont façonnées sur le rejet du patriotisme et du nationalisme. Donc il y a une volonté d'empêcher l'avènement d'un homme fort avec un exécutif puissant qui serait patriote ou nationaliste. Et bien sûr, le fait qu'il n'y ait pas l'avènement de cet homme fort, ça permet à la cathédrale de se maintenir, de rester au pouvoir. La seconde explication, c'est que le progressisme est égalitariste. Et pour être égalitariste, il faut être interventionniste, notamment au niveau de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut donc un État avec une bureaucratie importante, parce qu'on ouvre toujours de nouveaux droits. Pour bénéficier de ces droits, il faut des fonctionnaires pour remplir des documents CERFA. Et plus la cathédrale peut jouir d'une importante bureaucratie, plus elle est puissante. Et enfin, l'ultime explication, c'est le fait que les élites qui composent la cathédrale sont persuadées de faire le bien. C'est-à-dire qu'ils croient fondamentalement que leurs idées sont les plus justes et les plus bonnes. Et en plus, ils défendent toujours des valeurs qui sont considérées comme positives. La démocratie, la justice, l'égalité. Alors que ce sont que des illusions, des simulacres. Et c'est d'autant plus facile pour la cathédrale de se maintenir au pouvoir parce qu'elle défend des bonnes idées. Donc en fait, il faut comprendre que la cathédrale s'est auto-façonnée et qu'elle s'auto-alimente avec les propres mécanismes qu'elle a elle-même créés. Alors j'en vois déjà certains au fond de la classe me dire oui mais le doc, regarde, il y a des contre-pouvoirs comme le RN, Reconquête et des médias alternatifs de droite. Et ces derniers, ils luttent tous contre la cathédrale et la cathédrale a peur d'eux, n'est-ce pas? Eh bien non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'il faut comprendre une donnée fondamentale. La cathédrale a besoin de ce simulacre de démocratie. C'est-à-dire qu'elle a besoin qu'il y ait des idées divergentes au sein de la société française. Si tout le monde pensait de la même façon, ça risquerait justement de mettre en difficulté la cathédrale. Donc il faut qu'il y ait d'autres idées qui aillent à rebours de ce qui est avancé par la cathédrale, mais elles doivent rester minoritaires dans leur coin. Et pour la cathédrale, le Rassemblement national n'est absolument pas une menace, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le Rassemblement national s'est auto-censuré au fil des années, c'est-à-dire qu'il a lissé son programme avec ce que l'on appelle la dédiabolisation. C'est-à-dire que de base, le Rassemblement national a voulu flatter la cathédrale en essayant de se normaliser pour lui plaire. Donc ça veut dire que déjà, si le parti s'est auto-censuré avant même d'arriver au pouvoir, c'est que objectivement, il ne représente pas une menace. Imaginons, le RN gagne les élections en 2027. Très bien, mais qu'est-ce qui se passe après? La cathédrale a créé suffisamment de contre-pouvoirs pour empêcher le RN de mettre en place l'intégralité de ceux qui veulent. Parce qu'il y a le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'Union européenne, les juges, les fonctionnaires, les syndicats, les médias. C'est-à-dire que même si le Rassemblement national gagne, ce sera toujours la cathédrale qui prendra les décisions. Mais dites-vous qu'avant cela, la cathédrale va déjà choisir un candidat, le mettre en avant pour qu'il devienne président. Donc il y a beaucoup de garde-fous. Et c'est exactement la même chose pour les médias. Quelle est la différence fondamentale entre deux médias mainstream comme Le Monde ou Le Figaro? Alors certains vont dire qu'il y a des différences idéologiques. Oui, certes, c'est bien. Mais est-ce que ces deux médias remettent en cause le système dans sa profondeur? Eh bien non. Et quand on parle de médias alternatifs ou bien d'influenceurs, là encore il y a des solutions. Ils seront méprisés, mis de côté, traînés dans la boue, ou bien on va créer de nouvelles règles, comme par exemple des lois contre la haine en ligne. Ce que vous avez dit là, ça relève de la haine, et nous on est le bien, et ils sont contre la démocratie, donc faut les virer, et on n'en parle plus. Mais alors, quel est l'avenir de la France si on ne change rien, si on reste dans cette trajectoire qui est imposée par la cathédrale? Eh bien pour Nick
Land, ça va être une accélération dite négative, c'est-à-dire qu'on va faire face à des difficultés qui vont devenir de plus en plus insupportables. La dette qui va exploser, la fiscalité qui va devenir de plus en plus étouffante, le fait que nos cerveaux vont se barrer à l'étranger parce qu'ils en ont juste marre de vivre en France, l'immigration qui va causer des fractures sociales extrêmement importantes, mais également identitaires, et l'insécurité. En parallèle, la désindustrialisation et la perte de notre souveraineté. Ce qui fait que la France va se tiers-mondiser ou alors être mise sous la tutelle d'un autre État ou bien de l'Union européenne directement. Et Curtis Yarvin a été encore plus dur parce que, selon lui, les Occidentaux n'ont pas les couilles de mener une révolution armée. Parce qu'en réalité, tout ce qui compte pour l'Occidental moyen, c'est son confort. C'est-à-dire que tant qu'il peut payer son abonnement Netflix et remplir son frigo, il n'ira pas faire la révolution. Il a trop à perdre. Il est trop attaché à son confort. Et surtout, il a peur de la mort. Donc pour Curtis Yarvin, les seules solutions, c'est soit le chaos, qui va mener donc à une recomposition complète puisque la cathédrale sera détruite, ou alors un coup d'état militaire pour remettre en place une monarchie. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.